Laissez-moi vous parler de la première série pour adultes que j'ai regardée. J'étais certainement pas en âge de la regarder, car je ne suis pas aussi vieille que les pierres, contrairement à ce que certains et certaines dans les commentaires peuvent croire avec mes expressions de vieille personne. C'est une série qui passait sur M6. Je l'enregistrais parce que le lendemain j'avais école et je la rattrapais le samedi après-midi en tirant les rideaux dans le salon chez mes parents pour avoir encore plus peur. Je m'asseyais sur ce magnifique canapé en velours côtelé beige, hashtag bon goût parental, et j'avais hyper peur. Je veux bien sûr parler de X-Files. Alors attention, X-Files. X-Files, 2 points en français, aux frontières du réel, à ne pas confondre avec cette série d'M6 aussi au-delà du réel, qui était, comment vous dire, qui était comme quand vos parents vous achètent du Freeway Cola à Lidl et vous font croire que, mais non, c'est bon, ça a le même goût quoi. Pas à moi. Bref, X-Files a commencé en 1993 et aurait dû s'arrêter en 2002 si Chris Carter, le showrunner, avait un tant soit peu de respect pour les fans parce que notre mémoire a été salie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un film déjà pas mal en 98, entre plusieurs saisons. En 2008, il y a eu un film, on aurait franchement pu s'en passer. Et puis, il y a eu la tentation du reboot. Et depuis 2016, on se farcit 2 saisons supplémentaires qui sont, disons-le tout net, nul à chier. A priori, bonne nouvelle, c'est la dernière saison actuellement qui passe puisque Gillian Anderson a dit « je me casse » et elle a bien raison. De quoi ça parle X-Files? Ça parle de 2 agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully. Il y en a un qui est agent du FBI dans une cave avec ce qu'il appelle donc les X-Files, des dossiers non classés qui traitent un peu de paranormal, des trucs un petit peu chelous. Et Dana Scully, elle est médecin, à la base elle bosse au FBI depuis longtemps, c'est pas une petite nouvelle qui arrive au début de la saison 1. Simplement, elle est envoyée par ses supérieurs pour bosser avec Mulder, mais pas pour lui dire « oh t'as tellement raison, il y a des petits hommes gris partout », juste pour le surveiller et lui dire « mais t'es complètement ma boule mon petit gars ». La série, ça aurait pu être une anthologie, ça veut dire que ça aurait pu être des épisodes indépendants, comme La 4e dimension ou comme Alfred Hitchcock présente, et je sais qu'en disant ça on va encore croire que j'ai 54 ans, mais ce n'est pas le cas, je m'intéresse juste à la culture télévisuelle, c'est tout, faites de même. Donc ça aurait pu être une anthologie, ça aurait pu être des épisodes, comme on appelle ça, des Monsters of the Week, donc le monstre de la semaine, qui en fait sont un petit peu comme, je sais pas, quand vous regardez New York Unité Spéciale. Il y a une affaire, on enquête et on la résout à la fin de l'épisode. C'est ce qu'on appelle aussi un procedural en anglais, donc c'est les enquêtes policières qui sont résolues à la fin de l'épisode. X-Files, ce qui est vraiment génial, c'est que non seulement ça mélange ce côté procédural avec un monstre de la semaine, mais en plus, Chris Carter, il a eu la super bonne idée pour qu'il y ait un peu plus de suspense, parce que c'est bien gentil quand on résout une enquête, mais ça donne pas envie de s'accrocher à la série et de la mater pendant 12 ans quand même. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a un arc narratif à base de complots entre le gouvernement américain et donc des gens du FBI et les extraterrestres, puisque enfin le mot est lâché. Et donc ce complot se divise en 2 parties, le gouvernement ainsi que le syndicate, le syndicat qui est une alliance c'est un peu les francs-maçons de X-Files, ça on peut le dire comme ça. Eux ils planquent la vie extraterrestre, non seulement ils la planquent mais en plus ils complotent pour qu'il y ait une invasion extraterrestre sur la Terre et une hybridation des humains avec les aliens. Un programme ma foi assez intéressant, on peut le dire. Les personnages de X-Files. Alors, il y a pas mal de personnages, moins qu'avec Lost, mais moi je dirais qu'il y a 4 personnages principaux, en tout cas récurrents dans toutes les saisons, qui sont là dans toutes les saisons de X-Files. Parce que pour ceux et celles qui ont vu la série, on sait que Mulder à un moment donné se casse et il est remplacé par John Doggett, mais c'est pas très intéressant, donc on va faire comme si ça n'existait pas, d'accord? Puisque pour moi ce ne sont pas des vraies saisons s'il n'y a pas Mulder dedans. J'étais un petit peu amoureuse de David Duchovny, je dois bien l'avouer. Premier personnage donc, Fox Mulder. Fox Mulder, c'est le mec qui croit en tout, il veut croire I want to believe, comme on dit dans la série, il veut croire en tout, surtout il voit des extraterrestres absolument partout, le mec n'est pas objectif, puisque quand il était petit, sa sœur, Samantha, s'est fait enlever dans leur chambre d'enfant, sous ses yeux, par des petits hommes gris. Peut-être a-t-il halluciné, peut-être pas, c'est ce qu'il cherche à découvrir, en tout cas, de voir qui a kidnappé sa sœur, et lui est persuadé que les E.T. existent. De l'autre côté, on a Dana Scully, qui elle est médecin, et sa formation scientifique, en fait, l'empêche de croire à des choses aussi tarées que les petits hommes verts, gris, la télékinésie, la télépathie, enfin des choses paranormales et surnaturelles. Et c'est intéressant, cet antagonisme entre les deux. En tout cas, elle est vraiment ultra rétive à tout ce qui est inexpliqué ou inexplicable, et elle est hyper cartésienne, au point parfois d'énerver beaucoup Mulder qui lui dit « mais regarde, il a brûlé lui-même, comment tu veux l'expliquer ?» Oui, peut-être que c'était parce que la foudre et la température ainsi que la tension électrique dans les arbres autour
Scully, s'il te plaît, calme-toi. Chris Carter, quand il a été interviewé, on lui a demandé pourquoi, comment il a créé ce duo, en fait, cette dynamique de duo. Il explique que Mulder et Scully, ce sont les deux facettes de sa personnalité. Il y en a une qui veut croire en des choses et il y en a une qui a du mal à y croire quand même. Donc on a cet antagonisme qui est un antagonisme en fait interne à Chris Carter et à, je pense, beaucoup d'entre nous. Ce qui est intéressant dans ce duo, donc cette dichotomie, cet antagonisme entre la foi et le doute, c'est que ça désamorce tout le côté romantique qu'on peut espérer d'une relation où ça commence avec un homme, une femme et ça va durer 12 ans. Parce que Chris Carter, lui, il a dit « Moi, je veux que ça reste platonique », contrairement à la Fox, qui avait envie, pour qu'il y ait une tension sexuelle de dingo, que Scully soit une blonde à gros seins et à longues jambes. Donc c'est vrai que avec ce couple-là, qui n'en est pas un, en tout cas, je spoile pas, mais à un moment, évidemment, la question va se poser. Rendez-vous saison 6. Et oui, j'ai spoilé, je suis pas désolée. Il y a ce côté, comme on dit en anglais, will they, won't they, donc est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le feront pas, en gros, est-ce qu'ils vont pas ken à un moment, qui est désamorcé par le fait que oui, Scully n'arrive pas avec un décolleté comme as et Mulder n'est pas en train de lui baver dessus dès qu'il la voit entrer dans la cave de Clandé où il travaille. Troisième personnage principal de cette série, c'est Walter Skinner. Walter Skinner, c'est le boss de Mulder et Scully. Alors lui, il est vénère en permanence. Je sais pas s'il a des hémorroïdes tout le temps, parce que je pense, à sa place, si j'en avais, je serais effectivement comme ça. Ou bien s'il est constipé, je n'en sais rien, en tout cas, on peut l'appeler grincheux. Et ce qui est marrant, fun fact, quand il a été casté pour d'autres rôles, en fait, au début, il devait pas être Walter Skinner. Mais quand il a été casté pour ce rôle, il était un peu grincheux ce jour-là. Et il a eu le rôle justement parce qu'il était un peu vénère. Donc, aux futurs comédiens et comédiennes, n'ayez pas peur d'être un peu vénère, ça peut vous valoir un rôle qui va durer 12 ans. C'est un peu le jackpot. Walter Skinner, donc, c'est le boss. Et lui, il est hyper sceptique. Hein. Il est un peu Team Scully. Enfin, il est carrément Team Scully au début. Il trouve que Mulder, c'est un type complètement loufoque, qui croit aux E.T., mon Dieu, n'importe quoi. Puisque lui n'est pas dans ce syndicat, donc ces influenceurs comploteurs extraterrestres friendly. Donc lui au début il se range du côté Scully en disant mais il faut que tu le canalises le petit Mulder là parce qu'il fait n'importe quoi. Mais au bout d'un moment il se rend compte que Mulder a pas si tort que ça et il va sauver à plusieurs reprises le cul de Scully et Mulder qui font un peu nawak. Walter Skinner il s'oppose aussi à ces boss, à ces N+1 et N+2 du gouvernement qui eux complotent donc avec les aliens et il s'oppose notamment au quatrième personnage récurrent de cette série, qui est un des plus grands méchants de l'histoire de la télévision, qui est l'homme à la cigarette. Alors l'homme à la cigarette, il a fallu attendre cette saison-là, je crois la dernière, pour connaître son vrai nom. C'est Carl Gerhard Busch, je crois que c'est ça. Au début, on avait ses initiales, CGB, et on savait pas trop ce que c'était, et puis lui, il utilise beaucoup d'alias, donc on savait pas trop si c'est son vrai nom ou pas. Mais Chris Carter, en fait, là, a enfin révélé son vrai nom, et fun fact aussi, si vous voulez briller en société, c'est le nom du grand-père de Chris Carter. Alors, il devait pas avoir une relation hyper sympa, parce que pour rappeler le pire personnage de la série et le pire méchant, le Dark Vador de la télé, du nom de son grand-père, il va y avoir un petit conflit générationnel, familial. L'homme à la cigarette, donc comme son nom l'indique, fume clope sur clope, le mec il est en mode nique le cancer, j'en ai rien à foutre. Ça marche pas très bien vers la fin de la série, cela dit. Lui, c'est le type qui est dans le complot. Hein. Lui, c'est donc le syndicat, c'est une éminence grise du gouvernement. Il est là depuis très longtemps, il est assez vieux. Dans la série, on ne sait pas trop à quel point il est mytho, mais il dit que c'est lui qui a commandité l'assassinat de Kennedy, de Luther King. Le mec, il était là depuis le début, il a tout fait, il a tout vu. Enfin, c'est un peu votre pote relou qui dit « Ah, mais c'est moi, ça, j'y étais, je l'ai vu, je l'ai fait, en fait, c'est un complot. » Donc le type, il est à fond avec les petits hommes gris, il veut vraiment qu'on hybride la race humaine, il veut vraiment que la race humaine se fasse coloniser par les E.T. C'est un grand méchant et je vous spoile pas du tout, vraiment pas la fin de la série, parce qu'on imagine que la dernière saison sera à la der de der, mais on apprend des trucs encore sur lui qui font qu'il est encore plus dégueu, c'est encore plus une grosse raclure qu'on ne pensait jusqu'à présent. Il me rappelle un peu Monsieur Raines dans Le Caméléon et si vous aussi, mettez-moi un petit commentaire que je ne sois pas la seule à me souvenir de cette grande série. D'ailleurs, il faudra faire un petit pourquoi c'est culte sur Le Caméléon. Dites-nous si ça vous botte. Franchement, Le Caméléon, c'était ouf, quoi. C'était incroyable. Putain, Miss Parker, quoi. En fait, il faudra faire toute la trilogie du samedi. C'est obligé de faire des portraits de charme et tout. J'ai dit qu'il y avait 4 personnages. Eh bien, j'ai menti. Il y a un trio qui s'appelle les Lone Gunmen. Alors, encore un petit fun fact numéro 3 pour briller encore en soirée. Lone Gunmen, c'est parce que c'est la théorie du tireur isolé qui aurait tué JFK. Donc, il y a plusieurs théories.
On sait très bien qu'il y a encore une sorte de complot qui a tué JFK et en fait le tribunal a retenu cette hypothèse du tueur isolé. Les Lone Gunmen, c'est 3 mecs, c'est des gros nerds slash hackers, fans de SF, contre-culture, qui vivent dans un endroit, soit c'est une caravane, soit c'est une cave, enfin les mecs sont vraiment sous le radar comme on dit, et ils vont aider à plusieurs reprises, notamment Mulder, mais aussi un peu Scully, quand ils sont ensemble, il y en a un qui est un peu amoureux de Scully d'ailleurs. Ils vont les aider à trouver des infos, je sais pas, des gadgets, des trucs, c'est un peu leur sidekick nerd quoi. Et puisque je suis contractuellement obligée avec moi-même de parler de Buffy à chaque fois que vous me voyez dans votre ordinateur, eh bien pour ceux et celles qui sont fans de Buffy, vous vous rappelez du trio, il s'appelle comme ça avec un T majuscule, le trio des 3 nerds qui deviennent sacrément dégueulasses et misogynes à bout d'un moment. Eh bien on peut carrément voir l'inspiration de ces Lone Gunmen, mais version mec dégueulasse quoi. Ouais, et en fait je pensais que M6 avait mis vachement de temps comme à l'époque, et en fait non, ils l'ont diffusé genre l'année suivante, je crois 94. Donc moi j'avais 8 ans et ma mère me laissait regarder, et mon père regardait au début avec moi, et il s'est pas du tout dit c'est hyper flippant pour une gamine de 8 ans, pas du tout tu vois, donc j'étais tellement contente de pouvoir la regarder. C'est donc ce mix entre épisodes indépendants et mythologie, fil rouge, arc narratif qui rend complètement accro à X-Files. Ça, et puis aussi le mix des genres, puisque c'est une série donc avec 2 agents, donc un peu un film, une série policière on va dire, un thriller, de la SF, de l'horreur, du kitsch, de la comédie, du drame, et puis la relation entre Mulder et Scully qui ne fait qu'évoluer au fur et à mesure des épisodes. La SF, ça a longtemps été un genre assez mal vu, sous-estimé, vraiment les gens se moquaient quand on matait de la SF ou quand on lisait de la SF, et X-Files a redonné ses lettres de noblesse à ce genre en le mélangeant, comme je disais, à plusieurs autres genres, notamment avec du vrai thriller et le côté complot gouvernemental. Et ça a même fait des petits. Par exemple, aujourd'hui, je pense que J.J. Abrams n'existerait pas si X-Files n'avait pas existé, puisque quand on regarde Person of Interest, quand on regarde Fringe, ou même quand on regarde Lost, on a cette petite vibe X-Files avec ce complot et avec un mélange des genres. Aujourd'hui encore, X-Files, ça ressemble à aucune autre série qu'on peut connaître, et même à l'époque, ça ressemblait déjà à aucune autre série. C'était avant l'âge d'or des séries de HBO par exemple, dont on a parlé quand on parle de The Wire ou des Sopranos, et c'était déjà une série qu'on suivait sur la durée, qui était, comme je disais, feuilletonnante et épisodique, donc qui mélangeait des choses qui n'avaient pas encore été vues jusqu'à présent. Et X-Files a eu un effet assez inattendu sur les filières scientifiques et technologiques, ce qu'on appelle l'effet Scully. Et ouais, vous pouvez googler, c'est pas du tout une blague ni une vue de l'esprit. Les jeunes femmes qui à l'époque regardaient X-Files ont vu en Scully un personnage scientifique qui était respecté, qui n'était pas du tout là pour faire la plante verte et décorée, qui était vraiment, qui avait une place à part dans ce duo, qui était l'héroïne principale avec Mulder d'X-Files. Et donc il y a eu un boom dans les filières techno et scientifiques de jeunes femmes qui se sont dit « Hey, c'est une vocation, non ?» Alors c'est compliqué de parler de scènes cultes, de trouver des scènes cultes, parce que ça a quand même duré, comme je disais, hyper longtemps. X-Files, il y a 11 saisons. Moi j'ai envie déjà de parler du générique. Le générique était dingo pour l'époque, même encore aujourd'hui, il me colle des frissons. Je sais qu'il y a des moments, j'avais tellement peur que je mettais sur mute la télé pour avoir juste l'image et pas le son, tellement la musique de Mark Snow est anxiogène as fuck. Et en fait, j'ai appris que le type a trouvé la musique au hasard, comme ça, par hasard. En fait, Chris Carter lui avait dit « Tiens, tu vas me trouver un petit générique pour ma série qui fait bien flipper ?» Et le mec s'est posé dans son studio, il a fait « Ah, je sais pas quoi ». Et là, je le fais hyper bien, je sais, j'ai une formation générique d'X-Files. En tout cas, ce générique était vraiment génial pour l'époque, très sophistiqué. Ça a d'ailleurs valu le premier Emmy Awards à la série. Ça a un peu ouvert la voie à ces génériques un peu chiadés, enfin même carrément chiadés comme maintenant, mais à l'époque c'était le truc genre waouh, ils ont fait un truc de dingue les mecs. Et ce qui est drôle, c'est que ça finit toujours par la vérité est ailleurs, en tout cas dans les premières saisons. Mais ce slogan est adapté de temps en temps, je crois que sur une quinzaine d'épisodes, à ce qui se passe dans l'épisode. Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Anasazi, l'épisode, et c'est écrit en navarro. Il y a un épisode où c'est écrit à l'envers, où c'est écrit en allemand, où il y a juste ça change un petit peu, c'est genre la vérité est par là, la vérité n'est pas là, enfin bon, des petites blagues qui raviront tous les fans d'X-Files. Vu que c'est compliqué de parler de scènes cultes sur une série aussi longue, et si vous avez jamais vu X-Files et que vous n'avez pas envie de vous embarquer pour, attention, je crois que c'est 9 jours, si vous voulez tout mater, c'est 9 jours pour regarder X-Files. Je vous conseille de le faire. Moi, j'ai le coffret à la maison, je me le remate tous les 2-3 ans, comme ça, un petit peu tranquille, parce que je les connais par cœur. Mais je vous fais un petit top 10 où il n'y a pas de spoiler, puisque comme je disais, on mélange épisodique et feuilletonnant. Donc, je vous ai fait un petit top 10 où il n'y a pas du tout de mythologie, de fil rouge, d'arc narratif, comme ça, on vous spoilera pas sur ce qui arrive à l'un, à l'une, à l'autre ou quoi. Donc, c'est un top 10 des Monsters of the Week
comme j'en parlais au début de la vidéo. Saison 1, épisode 3, c'est compressions. C'est la première fois qu'on rencontre, on va le voir 2 fois dans la série, Tooms. Tooms, c'est pareil, un des plus gros méchants, un des mecs les plus flippants de toute la télé. Il mange le foie de ses victimes et il peut passer par des tout petits conduits d'aération. Bonne nuit à toutes et à tous. Saison 1, épisode 8. Saison 1, épisode 8, c'est Projet Arctique. Ça va rappeler aux fans de John Carpenter et The Thing. C'est ça, c'est sur une base scientifique en Alaska. Mulder et Scully enquêtent sur des gens qui se sont entretués. Et c'est clairement pas pour le dernier rouleau de PQ. Saison 2, épisode 2, L'Hôte. Alors là, pareil, je crois que c'est le monstre qui me fait le plus peur de la vie. Alors là, vraiment, j'ai 32 ans. Ça fait depuis plus de 25 ans, 20 ans que j'ai peur de ce truc-là. L'Hôte, c'est une bestiole qui vit dans les égouts et qui peut même remonter par les toilettes. Alors encore une fois, bonne nuit à tout le monde, vous n'irez plus jamais aux toilettes le cœur léger. Et petit fun fact, cette bestiole, et vraiment regardez l'épisode, même c'est le premier que vous devez regarder, il est méga flippant, la bestiole est super bien fichue, et c'est joué par Darin Morgan, qui est le frère d'un des scénaristes et qui est devenu lui aussi scénariste de la série. Petit fun fact un peu sympa. Saison 3, épisode 4, comme je disais, donc c'est Voyance par procuration. Comme je disais, X-Files c'est une série qui mélange beaucoup la comédie, et là c'est un des premiers épisodes qui est vraiment très drôle. Mulder et Scully enquêtent sur une série de meurtres de voyants et ils vont être accompagnés, aidés par un type, un vieux type, un peu comme ça, on la lui fait pas, un petit peu grincheux aussi, qui lui peut prédire comment les gens vont mourir. Saison 4, épisode 2, La Meute. Un épisode tellement glauque que, fun fact, la Fox ne l'a jamais rediffusé. Tellement glauque et violent. Ça parle de bébés morts, ça parle d'une famille difforme dans une petite ferme isolée de l'Amérique profonde et franchement, Saison 4, épisode 20, La queue du diable, un épisode encore qui mêle surnaturel et comédie et thriller. C'est dans une petite ville, Mulder et Scully enquêtent sur une série de bébés qui sont nés avec des petites queues. Genre, je vous vois rire, une petite queue. Non, une petite queue là sur le coccyx, une petite queue. Et la maman du dernier bébé qui est né avec une petite queue comme ça dit que le père c'est Luke Skywalker. Voilà, je vous laisse avec ça, suspense. Saison 5, épisode 5, le Prométhée postmoderne, donc comme son nom l'indique, qui est un hommage à Frankenstein, qui s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui est un hommage donc à cette œuvre de Mary Shelley et aussi à Elephant Man. C'est un épisode qui est totalement en noir et blanc et qui, encore une fois, parle d'une femme qui tombe enceinte et elle dit que c'est une créature difforme qui l'a mise en cloque. Saison 5, épisode 12, le shérif allait dans l'ongle. Ça spoil un peu ce qui se passe dans l'épisode, mais c'est un des épisodes vraiment les plus drôles des 12 années d'X-Files. Mulder et Scully enquêtent sur des choses cheloues dans une ville. Encore une fois, c'est dans des villes rurales paumées aux États-Unis. C'est ça qui est toujours un peu rigolo. On visite un petit peu. C'est un peu le Lonely Planet de Mulder et Scully. Ils font une boulette et donc ils doivent raconter ce qui s'est passé à leur supérieur. Alors ils accordent leur violon au début. On se rend compte très vite puisque l'épisode est divisé en deux. D'une part la version de Scully, d'une autre part la version de Mulder, qu'ils n'ont pas la même vision de ce qui s'est passé. C'est extrêmement drôle et ça a été écrit par Vince Gilligan, qui est le papa de Breaking Bad, qui a d'ailleurs rencontré Bryan Cranston sur le tournage d'un épisode qui s'appelle Poursuite, sympa, qui est une espèce de Speed, vous savez, le film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Breaking Bad. Bryan Cranston, joue un type qui ne peut pas rouler à moins de je sais plus combien de kilomètres, sinon il explose. Voilà. Et en fait, quand Gilligan a cherché un acteur pour Breaking Bad, il a tout de suite pensé à ce mec qu'il avait vu dans X-Files. Je trouve que c'est une très belle histoire quand même. Saison 6, épisode... Ah, j'ai déjà oublié, c'est Triangle, putain. Il y a les titres, en anglais, c'est pas du tout les mêmes, mais celui-là, c'est le même, et je ne retiens pas, c'est super. Saison 6, épisode 3, Triangle. Non, je ne suis pas franc-maçonne, je ne suis pas Jay-Z ni Beyoncé. Triangle, Mulder se retrouve coincé sur un paquebot en 1939 avec des nazis. Oui, absolument. Et à la fin, c'était pas qu'un rêve, hein. On va pas déconner, on nous prend pas pour des cons dans X-Files quand même. C'est très très beau, il y a des très longs plans séquences qui rappellent un peu la corde de Hitchcock. Si vous l'avez pas vu et si vous aimez les Hitchcock, ou même si vous aimez pas mais vous voulez voir un truc un peu dingo, regardez la corde et regardez Triangle. En fait, Mulder arrive dans le triangle des Bermudes, comme son nom l'indique, parce qu'on apprend que donc un paquebot des années 30-40 est sorti des eaux et on sait pas ce qui se passe. Et on y retrouve une Scully un peu bizarre. Je vous laisse avec ça aussi, un petit suspense. Et pour finir, saison 6, épisode 21. Comme je vous l'ai dit, les saisons 7 et 8, je n'en parle pas trop parce que Mulder est plus là, hein, il est remplacé, donc je n'ai pas trop envie d'en parler. Et donc celui-là s'appelle Sport, pas comme du sport. Oui, moi je pense au tennis quand je pense à du sport, mais comme des sports de champignons. C'est compliqué d'en parler sans spoiler l'intégralité de l'épisode qui est absolument génial avec un twist de dingo. Mais ça parle de champignons, d'hallucinations, regardez-le. Alors que voici venu l'heure du classement, je suis encore une fois bien emmerdée. Léo, je ne te remercie toujours pas. Le dilemme moral est là. J'essaie de penser un peu stratégie, de voir ce qui va bien pouvoir me faire la prochaine fois.
Je rappelle le classement tel qu'il est là, il va bien changer dans 5 secondes. Donc on a en premier The Wire, ensuite Friends, ensuite nous avons Le Prince de Bel-Air, suivi de Buffy et de Lost. Alors, je ne peux décemment pas laisser Le Prince de Bel-Air là. Et je vais faire unilatéralement, décider avec moi-même, je suis l'ONU de moi-même, je vais faire carrément un coup d'état. Donc je suis plus trop l'ONU, je sais plus si je serais le Kim Jong quelque chose, il ou l'un des deux, je ne sais pas c'était quoi le pire. Je décide de virer Le Prince de Bel-Air. Et oui, je le relègue à la fin, je suis même pas désolée pour ça, voyez-vous. Le classement actuel est donc, et je ne m'excuserai jamais, X-Files, ouais. Suivi de The Wire, et ben je suis pas désolée les gens qui aiment The Wire, vous êtes beaucoup trop nombreux à aimer The Wire, il faut bien qu'on chamboule un petit peu les règles comme ça. Suivi de Friends, et puis ensuite Buffy, et puis Lost, et puis Malcolm, et puis Stargate, et puis Le Prince de Bel-Air. Léo, à toi de jouer, ne me déçois pas s'il te plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez frissonné devant X-Files, si votre méchant préféré c'est le mec de l'autre, ou bien si c'est Tooms, ou bien si c'est Walter Skinner, ou bien si c'est Mulder, enfin en ce cas-là vous serez un peu bizarre, mais bon. Chacun son truc. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. En attendant, salut!